Bonjour. Imaginez un peu la scène. Vous êtes sur le point d'être jugé pour cyberharcèlement, mais à l'entrée du tribunal, on vous accueille comme un héros. C'est ce qui s'est passé à Paris, au cœur d'un procès qui met face à face la première dame, Brigitte Macron, et 10 citoyens. Aujourd'hui, on va plonger dans cette affaire incroyable où se mélangent théorie du complot, liberté d'expression et les limites, disons, assez floues de l'humour à l'ère du numérique. Je suis dans un esprit Charlie. Voilà. Cette petite phrase lancée par un des accusés, c'est un peu le résumé de toute leur défense. En se comparant à Charlie Hebdo, le journal satirique connu pour ne reculer devant rien, il pose la question centrale de ce procès, à quel moment la satire s'arrête et le harcèlement commence. Alors, sur le papier, les faits sont assez simples. 10 personnes au tribunal pour avoir partagé et commenté une rumeur sur Brigitte Macron. Sauf que, dans la réalité, c'est bien plus complexe. Dehors, une foule est là pour les soutenir. Pour eux, ce ne sont pas des harceleurs, non, ce sont des résistants, des sortes de défenseurs de la liberté d'expression face au pouvoir en place. Mais alors, de quelle rumeur parle-t-on au juste ? Pour bien comprendre ce qui se joue dans ce procès, il faut d'abord revenir à la source, à cette folle théorie du complot qui a tout déclenché, après être devenue complètement virale sur les réseaux. Et voilà le fond de l'histoire, sans la moindre preuve, bien sûr. La théorie affirme que Brigitte Macron serait en fait une femme transgenre, née homme, et qu'elle serait même son propre frère. Et comme si ça ne suffisait pas, la rumeur va plus loin, jusqu'à insinuer des actes de pédophilie dans sa relation avec Emmanuel Macron. C'est pour la diffusion de ces allégations d'une gravité extrême que ces 10 personnes se retrouvent aujourd'hui devant la justice. Face à ça, quelle est la ligne de défense ? Eh bien, elle est d'une simplicité désarmante. Ce n'était qu'une blague. Les prévenus soutiennent que leurs publications, leurs tweets, leurs montages, ce n'était pas du harcèlement. C'était de la satire, de l'humour, et donc, selon eux, totalement protégés par la liberté d'expression. Mais qui sont ces personnes au juste ? Comme on peut le voir, ce ne sont pas des personnalités connues ou des militants de la première heure. On a un informaticien, un courtier, un prof de sport, bref, des citoyens tout à fait ordinaires qui, cachés derrière leurs écrans, se sont retrouvés au milieu d'une véritable tempête judiciaire. Pour avoir une idée de ce qu'ils appellent humour, voici un vrai tweet d'un des accusés. Devant les juges, il a défendu ce message, le qualifiant de marrant et en se réclamant encore et toujours de l'esprit Charlie. C'est maintenant à la justice de dire si c'est de la satire ou une simple insulte. Un autre argument qui revient sans cesse, c'est la minimisation. Chacun explique « mais moi je ne suis personne, mon compte est minuscule, jamais Madame Macron ne verra ce que j'écris ». Ils nient toute forme d'action de groupe, ils se présentent juste comme des individus isolés qui donnent leur avis sur Internet. Là, on assiste à un véritable dialogue de sourds. D'un côté, on a les prévenus qui parlent de liberté, d'humour, de questionnement légitime. Et de l'autre, on a la loi, qui est très claire et qui parle de cyberharcèlement en meute, un délit qui peut valoir de la prison. Ce sont vraiment deux mondes, deux visions qui s'affrontent. Parce que derrière les arguments de droit, il y a la dimension humaine. Il faut mettre de côté un instant les intentions des auteurs pour se concentrer sur l'impact, les conséquences bien réelles de cette campagne en ligne sur la personne qui en est la cible. Cette phrase d'un des prévenus résume bien leur façon de penser. Une personne puissante doit accepter la critique. D'après cette logique, si on est une personnalité publique, on doit tout encaisser, même les rumeurs les plus folles et les plus humiliantes. C'est, comme il le dit lui-même, le revers de la médaille. Sauf que cet argument a été complètement balayé par une question très directe et assez violente de la part d'une des juges du tribunal. Une question qui a tout de suite ramené le débat à la réalité crue et à l'absurdité de la demande. Vous voulez quoi au juste ? Loin d'être une histoire virtuelle sans conséquence, ce harcèlement a eu un impact très concret. Le président du tribunal a lu des extraits de la plainte de Brigitte Macron. On y apprend que ses propres petits-enfants entendent à l'école que leur grand-mère serait un homme. La rumeur la poursuit même à l'étranger, quand des personnalités politiques lui en parlent. Un certificat médical a même été ajouté au dossier pour attester du préjudice psychologique. Au final, ce procès dépasse largement le cas de Brigitte Macron. Pour beaucoup, c'est un moment charnière. Il pose une question fondamentale pour notre société. À l'heure des réseaux sociaux, où est-ce qu'on trace la frontière entre la liberté de s'exprimer et le droit de chacun à ne pas être harcelé ? Et cette question, elle n'a rien de philosophique. Pour les 10 personnes sur le banc des accusés, les conséquences pourraient être très lourdes. Le cyberharcèlement en France, c'est un délit qui est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison ferme. Et pour boucler la boucle, la défense des prévenus a elle-même un petit air de théorie du complot. Ils estiment être victimes d'une justice à 2 vitesses. Ils affirment que la manière dont ils ont été arrêtés, les conditions de leur garde à vue, tout ça est disproportionné. Et selon eux, c'est uniquement parce que la plaignante est l'épouse du président. On termine donc là-dessus, sur cette question qui reste totalement ouverte et qui résonne bien au-delà de cette salle d'audience.
Où est-ce qu'on trace la ligne entre la liberté de tout dire et le harcèlement qui peut détruire des vies? Le tribunal donnera une réponse, sa réponse juridique. Mais la réponse de la société, elle, reste encore à construire.